Bonjour tout le monde, excusez-moi d'avance, bienvenue pour ce webinaire qui entre dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai la voix un petit peu enrouée, mais je vous rassure tout de suite, je vais être accompagnée d'une charmante personne qui va animer ce webinaire, donc vous n'allez pas être obligé de subir ma voix en fait tout au long de la présentation. Donc voilà, à nouveau, je vous dis bienvenue sur ces semaines de l'évolution professionnelle. Peut-être avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, je vous rappelle quelques règles concernant ce webinaire, puisque comme vous pouvez vous en rendre compte, vous n'aurez pas la possibilité de prendre le micro, mais par contre, vous avez tout à fait la possibilité de poser vos questions. Et je vois qu'il y a déjà pas mal de monde qui dit bonjour dans le cadre du chat et je vous en remercie. Et du coup, je vous invite pour les questions à utiliser l'onglet questions qui est en fait juste à côté de l'onglet chat. C'est important parce que comme ça, on a les questions au même endroit et on pourra du coup beaucoup plus facilement y répondre. Sachant qu'on va en général répondre aux questions plutôt à la fin du webinaire. Pour autant, s'il y a des questions qui sont en lien avec le sujet sur lequel on est en train de parler, il est fort probable qu'on y réponde aussi pendant en fait la présentation. Voilà, donc utilisez bien l'onglet questions pour poser vos questions s'il vous plaît, ce qui ne vous empêche pas de discuter dans le chat après si vous avez envie aussi. Donc sur ces semaines de l'évolution professionnelle, nous sommes ensemble du 10 en fait au 21 octobre et en fait c'est la 3e édition des semaines de l'évolution professionnelle qui est co-organisée par un certain nombre de partenaires comme vous le voyez à l'écran. Vous avez des opérateurs CEP comme l'APEC, comme nous-mêmes le réseau EVA, le groupement Évolution et d'autres partenaires que vous avez sur la slide. C'est un événement qui est 100% digital, qui est gratuit et qui est accessible à tout le monde, en sachant qu'on oriente quand même la plupart des interventions à un public qui est plutôt quand même ce qu'on appelle des actifs occupés, donc des personnes qui sont salariées ou des indépendants, parce qu'il est vrai qu'en tant qu'opérateur CEP, on le verra un petit peu plus tard, on est quand même davantage orienté vers ce type de public. Voilà. Mais vous verrez que même si vous n'êtes pas aujourd'hui salarié ou indépendant, vous avez tout à fait la possibilité de mobiliser aussi le conseil en évolution professionnelle. On va vous expliquer tout ça. Alors, en termes de présentation, donc moi je suis Carole de Lampugnani, je suis manager régional du conseil en évolution professionnelle pour la région PACA. Rassurez-vous, c'est un webinaire qui n'est pas coloré PACA, qui est à destination de toutes les régions. Et je suis accompagnée par l'ENAIC, à qui je donne la parole pour qu'elle puisse se présenter. Bonjour à tous. Je vois qu'on a les gens vous répondez tous sur le chat. Donc bonjour tout le monde. Donc moi je suis conseillère en évolution professionnelle. Je suis également sur la région PACA. Je suis précisément sur le département des Alpes-Maritimes pour ma part. Et donc c'est moi aujourd'hui qui vais vous présenter le webinaire de ce matin. Merci Lénaïque. Donc, puisqu'on parle du webinaire de ce matin, sans transition aucune, on va parler de la création d'entreprise ce matin et notamment des étapes aujourd'hui pour créer ou reprendre une entreprise. Et aussi, on va vous expliquer comment le conseil en évolution professionnelle va pouvoir vous aider dans ces étapes de créa et de reprise, ou en tout cas dans ce type de projet. Et on va notamment vous parler d'un dispositif qui est assez mobilisé, surtout quand on est en activité et qu'on veut changer professionnellement, mais qu'on est salarié et qu'on veut se lancer dans un projet de créa, c'est le dispositif des missionnaires. Voilà. Donc, on commence par justement les questions de projet et je laisse la parole à Lénaïque. Merci Carole. Avant tout, quand on parle de création d'entreprise, on parle de projet pro, et c'est comment, la grande question à se poser avant tout, c'est comment est-ce qu'on articule son projet de création et son projet professionnel. Donc, au même titre, en effet, que n'importe quel autre projet de formation, de reconversion, c'est un projet qui se prépare. En général, on a d'abord une envie, on passe de l'envie à l'idée, et après, on va passer de l'idée au projet. Tout ça, ça demande d'avoir connaissance et d'utiliser des bonnes méthodes pour réfléchir au projet, l'élaborer, et puis ensuite dérouler toutes les étapes qui seront importantes, mais j'y reviendrai juste après.
Mais d'où l'utilisation des bonnes méthodes pour concevoir vraiment votre projet. Ensuite, la seconde grande étape finalement où pour articuler tout ça, ça va être de le programmer dans le temps. Ça va être d'établir un plan d'action et d'identifier justement ces démarches qui vont jalonner votre parcours et qui vont composer votre projet. Ensuite, bien évidemment, c'est très important de s'entourer des bonnes personnes. Alors d'abord, de s'entourer des bonnes personnes, d'experts, par exemple, en création d'entreprise. Je vais y revenir après pour comment on identifie ces personnes-là. Mais c'est aussi de vous entourer de vos proches qui puissent comprendre, vous soutenir et puis au besoin vous conseiller et en parler en tout cas autour de vous, mais de se sentir soutenu et entendu. Ensuite, il faut aussi penser à des pistes alternatives. Quand on se lance dans un projet d'entreprise, c'est pas toujours simple. C'est un chemin semé d'embûches. Et c'est important de pouvoir anticiper les aléas et surtout rebondir et savoir comment rebondir. Enfin, ça va être de pouvoir se former en vue du projet. Alors, soit se former au métier, par exemple, s'il manque des compétences, s'il manque des connaissances, mais ça peut être aussi de pouvoir se former en création d'entreprise ou en gestion d'entreprise. Alors, en parlant d'étapes, je passe juste après. Donc, on identifie 7 grandes étapes à l'élaboration du projet. On va y revenir, je vais y revenir en détail sur chacune d'elles juste après. Mais c'est d'abord l'idée, l'adéquation dont je vous parlais justement très rapidement, l'idée, l'adéquation porteur-projet. Ensuite, on va travailler l'étude commerciale, l'étude financière, l'étude juridique, sociale et fiscale, les aides qui sont mobilisables et à mobiliser éventuellement, les démarches et formalités, et enfin, pour partir sur le démarrage d'activité. Alors, avant tout, quand je parlais d'idées, d'adéquation porteur-projet, avant tout, donc il y a des compétences clés au chef d'entreprise. On identifie 4 grandes compétences clés, donc produire, vendre, gérer et manager. Et c'est pour voir simplement vous poser les questions par rapport à ces 4 compétences-là. Est-ce que je les ai? Comment je les ai? Si je les ai pas, comment je peux les avoir? Mais c'est vous poser ces questions-là sur le savoir-faire. Par exemple, pour produire, le savoir-faire que j'ai déjà, quel diplôme j'ai. C'est aussi les expériences professionnelles et personnelles qui vont pouvoir me valoriser, identifier toutes ces compétences-là, et la connaissance, bien évidemment, du métier. Ensuite, un chef d'entreprise, il doit savoir vendre. Il doit savoir donc sur toute la ligne de vente, finalement, de la prospection. C'est savoir prospecter, démarcher, vendre, bien évidemment, votre produit, votre service, mais aussi fidéliser votre portefeuille client. Parce que vendre une fois, c'est bien, mais vendre plusieurs fois à la même personne, c'est quand même mieux. Mais savoir vendre, c'est aussi avoir un bon relationnel client, mais partenaire éventuellement, etc. Et puis, c'est savoir écouter, savoir conseiller, savoir peut-être aussi accompagner. Troisième grande compétence sur la gestion, c'est savoir gérer. Alors, bien évidemment, gérer des stocks, mais aussi, pourquoi pas, gérer des charges, de la trésorerie, de la comptabilité, savoir gérer les délais, savoir gérer les encaissements, etc. C'est toute cette partie-là de gestion qui est une compétence à avoir ou à acquérir de chef d'entreprise. Et puis enfin, manager, donc en fonction des situations, bien évidemment, et des sociétés, mais c'est savoir recruter, savoir gérer des hommes, savoir former, peut-être aussi faire monter en compétences du personnel et des employés que vous pourriez avoir. Toujours dans l'idée, c'est l'adéquation, encore une fois, porteur-projet. Pour devenir chef d'entreprise, il faut aussi pouvoir vous poser la question est-ce que j'ai cette dynamique, est-ce que j'ai cet état d'esprit qui est bien propre au chef d'entreprise? Il faut aimer, bien évidemment, la prise de risque. Il faut avoir une certaine combativité, ténacité, parce qu'encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est important de pouvoir rebondir quand il y a des difficultés.
Mais il faut aussi avoir un esprit d'initiative, d'innovation, de créativité, et ce qui va justement avec cette dynamique de savoir repérer les opportunités, de pouvoir aussi les exploiter, parce que c'est bien de les repérer, mais il faut pouvoir en tirer le profit qui est nécessaire dans la création d'entreprise, et de développer les nouveautés. Un créateur d'entreprise, un chef d'entreprise, c'est un développeur. Une fois que vous êtes posé toutes ces questions-là, l'étape importante, l'étape qui est vraiment primordiale et à l'élaboration même de votre projet, c'est l'étude commerciale, et notamment l'étude de marché. Dans l'étude de marché, il faut pouvoir, encore une fois, vous poser 4 questions et pouvoir y répondre. L'étude de marché, ça sert à ça sert à encadrer finalement votre réflexion. C'est peut-être des informations que vous avez déjà, c'est déjà des réponses que vous avez identifiées, peut-être pour certains déjà listées, mais l'étude de marché sert à ça et sert à encadrer toutes ces idées-là. Donc, de se poser la question du où. Le où, c'est l'implantation, c'est l'environnement, c'est le secteur d'activité, les tendances du marché, pourquoi pas la réglementation selon certains secteurs d'activité. Le qui, ce sont les clients. Ça va être d'identifier vos clients potentiels. Alors, qui sont-ils? Peut-être une tranche d'âge, un sexe, etc. Le budget qu'ils ont, les moyens qu'ils ont, les besoins qu'ils ont. Des envies, etc. Mais c'est d'identifier, vraiment de travailler qui sont ces clients-là, les clients actuels du marché, mais peut-être aussi les clients potentiels de votre future activité. C'est aussi d'identifier les concurrents. Donc les concurrents directs ou indirects, c'est-à-dire les concurrents directs sont les personnes qui présentent déjà, qui proposent déjà l'activité que vous souhaitez créer et qui crée exactement le même type de produit, de service. Client indirect qui propose pourquoi pas une autre activité ou un complément d'activité. Et ça va être de les étudier dans le sens où il va falloir identifier leurs forces et leurs faiblesses. Et j'y reviendrai après parce que d'identifier les forces et les faiblesses vous permet déjà de travailler un petit peu à la stratégie commerciale de votre entreprise. Et d'identifier aussi les fournisseurs, c'est qui sont-ils, où sont-ils, combien sont-ils, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que je peux travailler avec eux. Le quoi, bien évidemment, c'est votre activité, ni plus ni moins, ce sont les produits, les services que vous allez proposer. Comment, combien, où ça, etc. Le comment, c'est comment est-ce que je vais mettre en œuvre mon activité. Donc, d'identifier les moyens humains, les moyens matériels, si je vais avoir besoin de recruter notamment, ou est-ce que je vais faire plutôt appel à des prestataires, etc. Qu'est-ce qui existe encore une fois déjà sur le marché? Comment est-ce que je peux utiliser ce qui existe déjà? Ou alors de le prévoir en interne. Et la partie communication, bien évidemment, une fois on s'est posé toutes ces questions-là, c'est comment est-ce que je vais communiquer sur mon activité via notamment les réseaux sociaux, Internet, la presse, etc. Peut-être du partenariat. Il y a plusieurs façons de communiquer aujourd'hui. Le but de l'étude de marché, c'est surtout de pouvoir déterminer la faisabilité, la viabilité de votre projet. Et je disais aussi, c'est de pouvoir commencer à travailler, de travailler tout simplement sur la stratégie commerciale qu'il va falloir mettre en œuvre. Commencer à travailler aussi peut-être la distribution, c'est comment vendre mon produit, mon service, parce qu'on peut avoir une idée formidable, mais ne pas savoir comment attaquer le marché, comment la vendre, et de savoir communiquer ce qui va avec. Donc finalement, l'étude de marché vous permet de clarifier votre projet et surtout, finalement, vous permet de valoriser votre projet. Et tout ça, ça commence avec l'étude de marché. Ensuite, on va parler d'études financières, de business plan. Alors, c'est important, une fois que vous avez fait votre étude de marché, c'est bien, mais il va falloir parler chiffres. Donc ici sont présentés un certain nombre de documents comptables qui seront nécessaires selon votre situation. Mais ce qui est primordial, c'est de travailler tout ça. Il faut que vous puissiez travailler le plan de financement. Le plan de financement, c'est vraiment, je dirais, le premier document. C'est comment financer votre projet. On a identifié les moyens, etc. On commence à identifier les besoins que vous aurez à la création d'entreprise.
Et ben, la question, c'est comment est-ce que vous allez financer votre projet? Quel est l'apport que vous avez? Quel est peut-être le capital que vous allez apporter? Quelles sont les aides identifiées aussi? Je vais y revenir juste après sur la partie sur les aides disponibles et à mobiliser éventuellement. Ensuite, le compte de résultat prévisionnel. Donc, ce sont les dépenses et les recettes de fonctionnement. Les dépenses, c'est ce que vous aurez bien évidemment à dépenser. Et il faut pouvoir estimer ces dépenses-là. Donc, pourquoi pas faire des devis, prendre contact avec des fournisseurs, etc. Mais il faut pouvoir anticiper et estimer les dépenses. Le bilan prévisionnel, c'est le bilan prévisionnel de l'entreprise, c'est le patrimoine de l'entreprise, c'est la valeur finalement de votre entreprise. Ensuite, le budget de trésorerie, donc grossièrement, on parle de total des recettes moins le total des dépenses. Encore une fois, c'est un document ici qui est pas obligatoire, mais qui est vraiment conseillé de travailler. Tous ces documents-là vous permettent d'identifier des indicateurs financiers. C'est important d'identifier tout ça. Votre capacité d'autofinancement, le taux d'endettement, le taux de rentabilité, tout ça, ce sont des indicateurs qui vont pouvoir aussi peut-être vous rassurer sur la faisabilité et la viabilité de votre projet. C'est une démarche de réflexion, encore une fois, tout comme l'étude de marché, c'est une démarche de réflexion qui est essentielle, vraiment pour bâtir votre projet et vous poser toutes ces questions-là. Et encore une fois, s'il y a une difficulté, de pouvoir anticiper et de pouvoir trouver des solutions. Il y a des experts en création d'entreprise qui sont là pour vous accompagner, qui sont là pour vous aider aussi à créer ces documents-là. Et puis, le conseil en évolution professionnelle est aussi là pour vous accompagner. J'y reviendrai un petit peu à la fin de la présentation, plus en détail sur le conseil en évolution professionnelle, mais en tout cas, le rôle du conseiller, de la personne qui vous accompagne, c'est justement de vous aiguiller vers les bonnes personnes, vers les interlocuteurs les plus appropriés pour vous aider justement dans ce projet de création d'entreprise. Lénaïque, oui. On a une petite question en lien avec ce que tu es en train d'évoquer par rapport aux outils, justement. Et il y a une personne qui se demande s'il existe des outils Internet gratuits pour réaliser le business plan. Alors, il y a des outils gratuits et notamment, alors vous pouvez demander en effet à vos conseillers en évolution professionnelle parce que nous avons des documents, des modèles et des bases de documentation gratuits, bien évidemment. Sur Internet, il y a des choses que vous pouvez trouver. Attention, il y a aussi beaucoup de sites qui sont payants. Donc vous commencez par exemple une étude de marché de manière gratuite et puis finalement pour avoir le résumé en PDF, il va falloir payer. Donc renseignez-vous et notamment encore une fois auprès du conseiller en évolution professionnelle puisque nous on peut avoir des solutions tout à fait gratuites avant de devoir faire appel à des solutions payantes. Merci. Je continue sur la quatrième partie, donc l'étude juridique, sociale et fiscale de l'entreprise. Donc, quand on crée, parce que je parlais de création, mais c'est le cas aussi, tout ce que je vous dis là sur la reprise d'entreprise, il faut faire estimer en tout cas des critères de choix du statut. Ne pas vous lancer bille en tête dans l'entreprise individuelle parce que j'ai entendu quelqu'un qui a dit que posez-vous des questions. C'est beaucoup trop important puisque le statut de votre entreprise, c'est la carte d'identité de votre entreprise. Donc, il faut vous poser encore une fois les bonnes questions pour faire un bon choix. Alors, c'est bien précisé en bas. Attention, il n'existe pas de forme idéale au statut juridique, au statut de votre entreprise. Mais en tout cas, posez-vous la question du pouvoir de décision. Quel est le pouvoir de décision que vous souhaitez avoir dans votre entreprise ? Le régime social et fiscal, la protection du patrimoine, je vais y revenir juste après. Mais aussi, il y a des questions qui, par nature, et notamment par la nature de l'activité, vont un petit peu découler de source aussi, et votre situation personnelle, et surtout peut-être aussi l'évolution que vous souhaitez donner à votre entreprise, et le développement qui est prévu, faisable, envisagé en tout cas pour la suite. Donc, je parlais de patrimoine notamment. Alors, jusqu'alors, il y avait vraiment une séparation entre les entreprises individuelles et les sociétés. Dans les entreprises individuelles, on parlait de confusion des patrimoines, tout est mélangé, personnel, professionnel.
Et dans les sociétés, le principe étant d'avoir une séparation des patrimoines. Alors, il y a une nouvelle loi qui a été mise en place, la loi du 14 mai 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante et où on vient vraiment finalement séparer, même dans les entreprises individuelles, qui vont se voir dotées de 2 patrimoines justement avec une séparation de patrimoine. Donc ça, c'est tout récent. Encore une fois, si vous avez besoin de plus d'informations sur cette partie-là, le conseil en évolution professionnelle peut vous accompagner et peut vous aiguiller vers des personnes qui peuvent vous conseiller, vous accompagner sur des questions bien juridiques et bien précises en création d'entreprise. Ensuite, alors un petit focus, et notamment quand on parle d'impôts, puisque c'est important pour tout le monde. Dans les entreprises individuelles, on parlera plutôt d'impôts sur le revenu, et sur les sociétés, soit sur le revenu, soit l'impôt sur les sociétés, avec des options, par exemple, pour l'EURL, pour la SARL, etc. La base de calcul pour les impôts restant systématiquement la même, puisque on part du résultat de l'entreprise, sauf pour les micro-entrepreneurs, où l'impôt est basé sur le chiffre d'affaires après abattement. Ici, simplement, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque question et de chaque statut juridique, mais c'est encore une fois important de vous poser des questions, et simplement des questions assez simples comme ce qui est important pour vous. Est-ce que vous souhaitez, par exemple, vous associer? Si vous souhaitez vous associer, alors par définition, vous n'aurez pas le choix et il faudra partir sur une société commerciale, dans une forme pluripersonnelle comme la SARL ou la SASU, par exemple. Si ce n'est pas important pour vous ou si vous ne voulez pas vous associer, eh ben, vous avez d'autres choix comme la micro-entreprise, l'entreprise individuelle, l'URL, etc. Encore une fois, séparation du patrimoine ou pas, etc. C'est important de se poser ces questions-là, d'identifier ce qui est important pour vous, et à partir de là, pourquoi pas de faire vos choix. Encore une fois, il y a des personnes qui sont là, dont c'est le métier, pour vous accompagner dans ces choix-là et vous informer aussi sur les différentes formes d'entreprise. Je parlais d'aide tout à l'heure. C'est important quand on crée, quand on reprend une entreprise, de savoir comment et qu'est-ce qu'on peut mobiliser. Alors, il existe des aides au financement d'un point de vue territorial. Donc, il y a des structures telles que l'ADI, Initiative, l'AGFIP, France Active ou Réseau Entreprendre, qui sont des structures spécialisées qui accompagnent les créateurs et les repreneurs d'entreprises. Il y a la possibilité aussi de mobiliser l'ACRE, donc auprès de l'URSSAF, qui est une exonération des cotisations sociales. Attention à ne pas confondre avec l'ARS, qui est l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise, et au maintien de l'ARE, qui est l'aide au retour à l'emploi, et donc qui est mobilisée auprès de Pôle emploi. Et pour cela, il faut être demandeur d'emploi. Il existe aussi des aides aux investissements en fonction aussi du lieu d'installation de votre projet, donc d'une manière un petit peu plus territoriale, un peu plus locale. Et là, vous pouvez avoir accès à des listes, notamment sur le site de la BPI, la Banque publique d'investissement, sur lequel vous pouvez avoir une liste de toutes les structures et les aides possibles. Je reviens sur le conseiller en évolution professionnelle, sur le conseil en évolution professionnelle. Nous, on a beaucoup d'outils qui peuvent vous accompagner justement, en plus bien évidemment du rôle de conseiller, de la personne qui vous conseillera, qui vous accompagnera et vous informera. On a aussi, nous, des outils pour pouvoir vous renseigner, vous accompagner au mieux. Donc, il ne faut pas hésiter, encore une fois, à poser vos questions au conseiller. Les démarches et formalités. Une fois qu'on a bien réfléchi à tout ça, on est prêt, on a envie de se lancer, comment on fait? Eh bien, il faut simplement vous adresser au centre de formalité des entreprises. Tout dépend de la nature de votre activité. Pour toutes les activités artisanales, ce sera la Chambre des métiers et de l'artisanat. Pour toutes les activités commerciales, c'est la CCI, le réseau CCI, la Chambre de commerce et d'industrie. Et pour toutes les activités libérales, il faut vous renseigner auprès de l'URSSAF. De toute façon, toutes ces structures-là ont aussi des accompagnements individuels pour pouvoir
vous aider dans cette partie de déclaration et d'immatriculation, dans cette partie, je dirais, un petit peu plus administrative. Donc, je vous en ai parlé un petit peu rapidement en tout cas, mais il y a sur tous nos territoires, il y a beaucoup d'organismes qui sont là, dont le rôle est de vous aider et de vous conseiller, encore une fois, de vous informer, c'est vraiment important. Il y a énormément d'informations, il y a énormément de choses que vous pouvez trouver sur internet et par bouche à oreille, par des contacts, etc. C'est important aussi peut-être d'aller chercher l'information à la source. Donc, bien évidemment, il y a des experts comptables. Ils sont là, dont le rôle est de vous accompagner d'un point de vue comptable, d'un point de vue, je dirais, vraiment comptable et commercial. Ils peuvent faire des diagnostics d'une entreprise à reprendre aussi, pourquoi pas. Et ils peuvent vous aider à créer tous les documents comptables dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a des organismes de formation et des organismes de financement qui sont là dans le but de vous aider à financer une formation ou bien d'envisager aussi, pourquoi pas, des prêts à taux zéro, des prêts d'honneur ou vous servir aussi et vous accompagner sur des garanties de prêt, notamment le réseau Active ou Initiative qui sont là aussi pour vous accompagner vraiment sur un point de vue un petit peu prêt et bancaire. Il y a des cabinets d'études, des chambres consulaires. Les chambres consulaires, j'en parlais tout à l'heure, pour avoir accès aux conditions de base, notamment pour vous lancer dans votre projet d'un point de vue administratif, etc., pour vous aider dans toute cette partie formalité administrative. Il y a des coopératives, des pépinières. Je vais même aller plus loin. Il y a aussi des couveuses d'entreprises dont le rôle, du coup, les coopératives, les pépinières, est de vous accompagner dans la phase un petit peu de lancement d'activité, et notamment les couveuses qui peuvent vous servir, qui peuvent vous héberger votre activité, et ce qui permet finalement de vous tester un petit peu, de tester votre activité et peut-être de confirmer la viabilité de votre idée, de votre projet. Et si tout ça, encore une fois, est un petit peu trop dense, il y a beaucoup d'informations, encore une fois, ici, je viens simplement vous présenter dans les grandes lignes, mais si vous avez besoin de rentrer, bien évidemment, dans le détail et vous ne savez pas par où commencer, par quel interlocuteur, etc., encore une fois, finalement, la porte d'entrée de toutes ces informations-là, c'est le conseiller en évolution professionnelle. Et je vais en parler un peu plus précisément. Alors, je passe aussi, puisque le conseiller en évolution professionnelle vous accompagne aussi pour trouver des solutions pour quitter votre entreprise. Parce que quand on a un projet, c'est bien, mais souvent, vous êtes en poste. Et si vous êtes en poste, c'est comment quitter votre poste. Alors, quand la rupture conventionnelle, par exemple, n'est pas possible, il y a le dispositif démissionnaire qui a été créé en 2019, donc suite au décret du 5 septembre 2018, qui permet aux personnes finalement qui ont un projet de reconversion, un projet de reconversion professionnelle, de bénéficier de l'ARE, donc de l'aide au retour à l'emploi, tout en démissionnant. Vous avez deux cas de figure pour pouvoir mobiliser ce dispositif, soit un projet de création ou de reprise d'entreprise, ou alors un projet de formation. Attention, pour pouvoir mobiliser de ce dispositif, il faut pouvoir rentrer, je dirais, dans des conditions d'éligibilité. Tout d'abord, c'est important de le préciser, il faut être en CDI. Il faut pouvoir compter au moins de 5 ans d'activité en continu dans une ou plusieurs entreprises. Peu importe le type de contrat de travail que vous ayez eu, s'il y en a eu plusieurs, il y en a eu qu'un, vous avez eu des CDD, des CDI, etc. Le tout est comptabilisé pour faire 5 ans d'activité en continu à la date de la démission. Et il faut aussi, bien évidemment, avoir un projet, comme je le précisais juste au-dessus, soit de création de reprise d'entreprise, soit un projet de formation. Et vous pouvez, et avant tout, mais j'y reviens juste après, la première chose à faire, c'est d'aller vérifier votre éligibilité sur le site
démission-reconversion.gouv.fr. Et on le précise ici dans ce diapo, puisque le recours en fait au conseil en évolution professionnelle est absolument obligatoire avant votre démission. Vous devez rencontrer un conseiller en évolution professionnelle, travailler votre projet ensemble et il vous accompagnera aussi jusqu'au dépôt du dossier. Donc je reviens sur les étapes. Un petit focus justement sur les étapes. Je vous disais de commencer par aller vérifier votre éligibilité sur démission-reconversion.gouv.fr. Une fois que vous avez fait ça, et ce qui peut être en parallèle aussi, bien évidemment, de rencontrer un conseiller en évolution professionnelle, de prendre contact, de travailler ensemble, d'élaborer, de formaliser, d'aller un petit peu plus loin dans votre projet. Et encore une fois, le conseiller en évolution professionnelle peut vous informer, vous aiguiller vers des experts, des aides et des personnes, des structures qui peuvent vous aider à travailler votre projet. Et puis, il y a un dossier à compléter. Ce dossier est à transmettre à la structure Transition Pro, qui est régionalisée, Transition Pro, via leur site internet, de déposer votre dossier. Alors, il n'y a pas d'oral, il n'y a pas d'oral face à jury. Vous déposez simplement votre dossier sur le site de Transition Pro PACA avec l'étude de marché, le plan prévisionnel financier et d'autres documents en fonction de votre situation qui seront demandés. Et vous déposez ce dossier-là sur le site. Votre dossier est étudié ensuite par une commission professionnelle interprofessionnelle, la CEPIR, qui dispose d'un délai de 2 mois pour instruire votre dossier et vous faire un retour. En cas de réponse positive, vous avez une attestation. Cette attestation-là, elle est valable 6 mois pour vous inscrire à Pôle emploi et initier vos démarches de création d'entreprise ou de formation si c'est le cas. Cette attestation-là vous permet, une fois que vous avez l'attestation et le retour positif de la commission, vous pouvez alors effectuer toutes les démarches pour démissionner de manière, je dirais, classique. En respectant bien évidemment votre préavis. Le jour où vous vous inscrivez à Pôle emploi, vous donnez cette attestation que vous a remis la commission de transition pro pour attester du caractère réel et sérieux finalement, du caractère légitime finalement de votre démission. Ce qui vous permet d'ouvrir vos droits au sein de Pôle emploi et de bénéficier aussi d'accompagnement à la création d'entreprise auprès de Pôle emploi. Le rôle du conseiller, donc j'en ai parlé un petit peu globalement depuis le début de l'échange. Le conseiller est là finalement pour étudier la situation, votre situation, voir, je parlais du dispositif démissionnaire, voir si c'est la meilleure solution, si vous êtes aussi éligible ou pas, et d'envisager d'autres solutions qui seraient peut-être aussi plus appropriées ou d'intervenir avant ou après votre projet. Le but, il n'y a pas en fait je dis souvent qu'on n'a pas de flyer finalement avec tous nos services, petit 1, petit 2, etc. On est là pour nous adapter, pour vous accompagner, vous informer, j'insiste depuis le début dessus, mais c'est surtout un service qui est personnalisé. J'y reviendrai vraiment plus en détail tout à l'heure, mais c'est-à-dire que vous pouvez venir simplement vers le conseiller si vous avez une question pour faire un business plan, vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas à quel financement vous pouvez mobiliser, vous pouvez avoir accès, vous ne savez pas comment quitter votre entreprise. Et puis, des fois, ça fait aussi du bien de parler à une tierce personne, de présenter votre projet et de faire simplement le point, si vous avez des inquiétudes encore ou des points sur lesquels vous avez besoin d'être rassuré. C'est aussi ça, le rôle du conseiller. Lénaïque. Oui. On a quelques questions sur le dispositif démissionnaire. Bien sûr, allons-y. Donc, une première question pour des personnes qui sont fonctionnaires ou qui font partie de la SNCF, demande si eux ont droit au dispositif démissionnaire. Alors,
pour le coup, nous, on accompagne uniquement des actifs du secteur privé. Donc, pour les questions du public, moi, je serais moins pertinente peut-être sur les subtilités. Carole, tu peux peut-être m'aiguiller, m'éclairer là-dessus? Alors, de mémoire, sur le dispositif démissionnaire, il faut être en activité, mais il faut être salarié de droit privé, me C'est semble-t-il, ça, oui. et faire partie d'une entreprise, surtout qui verse ses contributions à l'assurance chômage, parce que Tout à fait. la particularité de ce dispositif, c'est que quand on a démissionné, on peut bénéficier de l'allocation retour à l'emploi, de l'allocation chômage de Pôle emploi, mais pour ça, il faut que l'entreprise verse, enfin en tout cas puisse ouvrir des droits, vous permettre d'ouvrir des droits à l'allocation chômage. Voilà, donc c'est pour ça que c'est pas forcément un dispositif qui est accessible à tout le monde. Tout à fait. Après, on avait une question aussi, toujours sur le dispositif démissionnaire par rapport à la question, et ça concerne aussi l'éligibilité. Tu as parlé du fait qu'il fallait être en continu, enfin, il fallait avoir une activité continue pour pouvoir bénéficier du dispositif. S'il y a eu Tout des à fait. interruptions courtes entre les contrats, est-ce qu'il y a quand même une éligibilité possible? Alors, il faut que ce soit, on parle d'activité en continu, et c'est pour ça que je vous invite aussi à vérifier votre éligibilité, à faire la simulation sur démission-reconversion. Il y a un simulateur aussi accessible sur le site de Pôle emploi que vous pouvez utiliser pour vérifier, puisque chaque situation est très différente. Mais en tout cas, quel que soit ce que je précisais tout à l'heure, quel que soit le type de contrat, la durée de vos contrats, il faut qu'idéalement, il y ait un minimum de suspension de contrat ou de non-contrat entre chacun de vos contrats. Là, c'est Pôle emploi qui apprécie ça. C'est pas Transition Pro à qui vous allez soumettre votre dossier. C'est vraiment Pôle emploi. Et c'est pour ça que c'est important d'aller vérifier votre éligibilité sur le simulateur de Pôle emploi et sur ce site d'émission-reconversion. Merci. On a une autre question sur les avantages en fait du dispositif démissionnaire par rapport à un abandon de poste qui parfois donne droit aux indemnités de licenciement. Alors, le premier avantage, c'est que vous avez une réponse de la part de Transition Pro qui vous autorise, finalement, entre guillemets, qui vous autorise, mais en tout cas qui reconnaît le caractère réel et sérieux de votre projet. Ce qui fait qu'en toute sérénité, j'ai envie de dire, vous vous inscrivez à Pôle emploi et vous savez que vous pouvez avoir des indemnités. Attention avec l'abandon de poste. Moi, je fais vraiment un énorme point d'alerte là-dessus. L'abandon de poste, alors il y a certaines situations, sociétés, vous pouvez vous mettre d'accord avec l'entreprise. Attention, puisque l'entreprise n'a absolument aucune obligation de vous licencier. Vous quittez votre poste, vous abandonnez, lundi, demain jeudi, vous ne venez pas au travail et vous attendez qu'on vous licencie. Et en effet, c'est un licenciement simple qui vous permet de pouvoir bénéficier des aides de Pôle emploi. En effet, j'insiste vraiment sur le fait que votre employeur n'a aucune obligation ni de délai pour pouvoir vous licencier. C'est-à-dire que si votre employeur ne veut pas vous licencier, il ne vous licencie pas. Donc, puisque vous avez abandonné votre poste, vous n'avez plus de salaire, mais vous êtes un petit peu bloqué parce que vous êtes toujours sous contrat de travail. Et je fais un petit point puisque c'est en pourparlers aussi actuellement dans les hautes sphères gouvernementales, puisque visiblement, c'est un petit peu remis en question, cette partie-là, puisque l'abandon de poste, du coup, serait vu serait rangé un petit peu au même titre que la démission, donc ne vous permettrait plus de pouvoir bénéficier d'indemnités Pôle emploi. Mais ça, c'est en cours de discussion et j'ai pas beaucoup plus d'informations sur la question. Et peut-être encore une question sur le sujet. Si j'ai déjà créé une entreprise, est-ce que je peux malgré tout démissionner pour création? Alors, si vous avez créé votre entreprise avant d'avoir rencontré un conseiller en évolution professionnelle, malheureusement, le dispositif ne pourra pas être mobilisé. C'est vraiment ce dispositif, en fait, via ce dispositif, vous allez demander finalement l'avis de Transition Pro sur votre projet. Ce qui fait que si vous avez déjà, par définition, créé votre entreprise, vous ne demandez pas l'avis à la commission. Donc,
En effet, quand vous avez déjà créé votre entreprise, malheureusement, ce n'est plus envisageable. Et du coup, Lénaïque, tu réponds à une question sans le savoir, puisque la personne demande si Transition Pro finance le projet de créa, en plus de le valider. Donc là, tu étais en train de répondre qu'il valide, qu'il atteste du caractère réel et sérieux du projet, mais évidemment, donc, il ne finance Mais il ne finance pas. C'est pas un dispositif qui sert à financer quoi que ce soit. Malheureusement, si vous avez besoin de formation, d'aide ou en tout cas de financement pour la création d'entreprise, encore une fois, je reviens sur les aides dont je vous parlais tout à l'heure, ou alors en termes de financement de formation, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi votre compte personnel de formation qui peut financer une formation, pourquoi pas de création à la création ou à la gestion d'entreprise. Merci Lénaïque. Il y a d'autres questions, mais je te les garde pour après. D'accord, bien au chaud. Alors, on va faire un petit point, je vous en parlais un petit peu depuis le début, mais on va faire un petit point un petit peu plus précis sur le conseil en évolution professionnelle. Alors, le conseil en évolution professionnelle, donc CEP, donc c'est un processus d'appui. Alors, pourquoi un processus d'appui? Processus parce que ça peut être simplement un premier rendez-vous, comme je vous disais, je vous ai donné plusieurs exemples, simplement un premier rendez-vous à titre informatif, peut-être pour faire le point sur votre projet, parce qu'il vous faut une information bien précisément. Mais des fois, ça demande un petit peu plus, et donc on parle ici plutôt de processus, d'accompagnement pour accompagner votre projet et vous faire accompagner par un conseiller référent tout au long de votre projet. Et pourquoi d'appui? Puisque je pense que vous l'aurez compris, j'ai assez répété informer, accompagner, aiguiller, mais c'est vraiment les termes qui définissent finalement le mieux notre service, puisqu'on est là pour venir en soutien, en guidage et de servir aussi d'intermédiaire dans certains cas et de vous donner l'accès à l'information. C'est un service qui est gratuit, qui est confidentiel bien évidemment, qui est neutre. On n'est pas là pour juger, comme ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas là non plus pour valider votre projet, mais on vient vraiment dans une démarche de co-construction. On va co-construire ensemble votre projet. On est en soutien, en appui pour co-construire. C'est un service aussi qui est accessible, alors accessible géographiquement, puisqu'on est présent partout en France, mais aussi donc physiquement. Après, on peut intervenir aussi, les échanges peuvent se faire en distanciel, en visio ou par téléphone. Et puisqu'on est un service qui accompagne des actifs, des salariés ou des indépendants, etc., et ben, on s'adapte aussi un petit peu à vos horaires. Donc, on peut être disponible tôt le matin, tard le soir, le samedi matin. On s'adapte en tout cas à vous pour que ce soit simple aussi de faire appel à nous. Et encore une fois, et ben on est impartial, on est vraiment pas là pour vous juger, pour valider quoi que ce soit. On vient vraiment encore une fois en appui. Alors, à qui ça s'adresse? Donc, en effet, je vous disais que c'était un service qui s'adresse, nous, en tout cas, on est un service qui nous adressons aux actifs de droit privé, aux salariés de droit privé, aux indépendants. Donc, petit focus aussi, mais aux intérimaires, aux intermittents du spectacle. En tout cas, dès que vous avez une activité rémunératrice, vous pouvez faire appel au conseil en évolution professionnelle. Si vous êtes cadre, c'est plutôt l'APEC. Pour les demandeurs d'emploi, c'est Pôle emploi. Pour tous les jeunes de moins de 26 ans, c'est le réseau des missions locales. Et Cap emploi pour toutes les personnes en situation de handicap. Donc, quel est l'objectif? L'objectif, c'est encore une fois, de vous accompagner dans l'élaboration, mais aussi dans la formalisation, jusqu'à finalement la mise en œuvre de votre projet. Donc, on peut travailler à l'évolution professionnelle. Alors, attention, l'évolution professionnelle, ce n'est pas toujours un changement de métier. C'est important, l'évolution professionnelle peut se faire aussi en interne ou en externe, mais rester sur le même métier. Le développement des compétences, soit par la réflexion et plus tard l'acquisition d'un nouveau diplôme, d'une nouvelle certification professionnelle, mais aussi peut-être de faire valoir votre expérience professionnelle
pourquoi pas en faisant appel à la VAE, la validation des acquis par l'expérience, et de faire reconnaître un diplôme via la VAE. On parlait de reconversion aussi. On parle aussi de transition professionnelle. Donc là, on va vraiment changer de métier. La reprise, la création d'activités par la création et la reprise d'entreprise, ou alors la mobilité interne ou externe. Et là, on peut aussi nous venir en appui, en accompagnement pour la recherche d'emploi, qui nécessitera aussi peut-être d'identifier, de valoriser vos compétences. Et ça peut être aussi en interne ici la mobilité, puisqu'on peut aussi vous accompagner pour travailler en entretien professionnel. Alors comment j'en parlais aussi tout à l'heure. Je vais vraiment scinder le conseil individualisé et l'accompagnement personnalisé. Alors, le conseil, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être finalement un petit peu en one shot, finalement. Ça peut être simplement un rendez-vous avec le conseiller. Donc, c'est systématiquement individualisé et personnalisé. Vous êtes en face à face avec la personne. Il n'y a pas du tout d'entretien collectif. Et ça va pouvoir peut-être vous permettre d'exprimer votre demande, votre besoin, d'échanger, en effet, comme ce que je disais tout à l'heure, avec une tierce personne, quelqu'un qui est neutre, justement, qui est impartial par rapport à votre situation, et d'identifier, ensemble, dès le premier échange, d'identifier les démarches qui seront à envisager, les démarches possibles, etc. Et ça peut s'arrêter là. Ça peut aller plus loin aussi, en fonction de vos besoins, justement, et de cette demande, pour pouvoir accéder à une information qui soit un petit peu plus détaillée, pour élaborer, analyser la faisabilité d'un projet, essayer, construire ensemble finalement. Je parlais de co-construction tout à l'heure. C'est vraiment ça, de voir ensemble, de réfléchir ensemble finalement aux solutions les plus appropriées. Et encore une fois, jusqu'à la mise en œuvre de votre projet. Donc, c'est un accompagnement qui peut être tout à fait au long cours. Après tout ça, finalement, comment est-ce qu'on fait pour contacter et prendre un rendez-vous? Vous allez simplement sur le site de mon-cep.org. Donc, c'est un site national. Et là, vous pourrez aller directement dans la rubrique « Je trouve mon conseiller » et en fonction de votre lieu d'habitation, etc., vous allez pouvoir trouver toutes les informations nécessaires. Je vous remercie pour votre écoute, et puis on va peut-être prendre, Carole, ce temps-là, les 10 minutes, un petit peu plus de 10 minutes qui nous restent pour répondre aux questions. Alors, on a déjà répondu à un certain nombre des questions, que ce soit par écrit ou par oral. Il y en a une néanmoins sur le conseil en évolution professionnelle et son accessibilité aux personnes qui peuvent être porteurs d'un handicap. Ce qui est précisé, c'est notamment les questions de surdité, et s'il y a une prise en charge possible des frais d'interprète en langue des signes, éventuellement pour pouvoir rencontrer un conseiller. C'est une très bonne question, Carole. Là, pour le coup, c'est peut-être toi qui va pouvoir m'aiguiller aussi. Oui. En fait, dans ce que vous a présenté Lénaïque, je reviens juste un petit peu sur la slide où elle présente les différents opérateurs CEP. On vous a parlé de Cap Emploi. Et Cap Emploi, c'est un partenaire aussi, c'est un opérateur CEP, mais c'est aussi un partenaire avec lequel on travaille et qui est en général le référent en matière d'accompagnement quand on est porteur d'un handicap. Pour autant, si l'handicap n'est pas un frein à l'évolution professionnelle, il est tout à fait possible que nous puissions vous accompagner. Et dans ce cas-là, il est possible aussi qu'on mobilise un appui ponctuel de Cap Emploi qui peut, dans ces cas-là, être, par exemple, la mise à disposition d'un interprète pour que quand vous puissiez venir nous rencontrer, ce ne soit pas un frein justement à l'échange qu'on peut avoir avec vous. Voilà, donc ça, c'est une possibilité qui peut être mise en place en partenariat avec le partenaire Cap Emploi, par exemple. Donc, même si aujourd'hui, c'est vrai, vous avez raison, le webinaire en soi n'est pas sous-titré et on s'en excuse, mais pour autant, vous avez quand même la possibilité, si vous venez nous rencontrer, qu'on mette en place des choses pour que vous puissiez y accéder. Je dis ça parce que c'est une remarque qui a été faite et je la trouve très judicieuse. C'est vrai, c'est vrai.
Après, on a une question aussi sur, alors le dispositif est-il gratuit si la personne veut bien, alors je pense qu'on parle du conseil en évolution professionnelle, si éventuellement la personne peut nous le confirmer. Mais il me semble, comme on est en train de parler du CEP et que la question est arrivée à ce moment-là, qu'il s'agit du dispositif CEP. Alors, si c'est un service gratuit? Oui. Oui. Alors, en effet, c'est un service qui est 100% gratuit et je précise bien à n'importe quel moment de l'accompagnement, hein. Tout l'accompagnement, bien évidemment, est complètement gratuit. C'est un service public. Donc, que ce soit un rendez-vous ou plusieurs, il n'y aura pas de mauvaise surprise, même à la fin de l'accompagnement. C'est un service 100% gratuit. Et peut-être aussi pour compléter ce que tu viens de dire, et ça répondra à des questions d'ordre, je m'adresse à qui, si je suis demandeur d'emploi, si je suis licencié, etc. La règle de base, en fait, vous l'avez là à l'écran. C'est-à-dire que selon votre situation, vous allez vous adresser à tel ou tel type d'opérateur. Pour autant, il se peut que vous soyez des fois dans des situations de transition. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est en activité, mais qui est aussi inscrit à Pôle emploi. Et là, vous allez nous dire, mais finalement, quel va être mon opérateur référent? J'ai envie de vous dire que vous avez le choix du coup de l'opérateur. Ce qu'il faut retenir par contre, c'est que vous n'allez pas pouvoir être accompagné par les deux opérateurs en même temps, d'autant plus que ça n'est pas du coup très utile. Hein, donc autant vous allez vous orienter vers l'opérateur qui semble être le plus, je dirais, apte et en tout cas qui peut vous proposer les services les plus adaptés. Mais en même temps, si vous êtes dans des situations un peu intermédiaires, il y avait la question du licenciement économique aussi. Là, si vous venez de vous faire licencier et que vous êtes inscrit à Pôle emploi, ce sera évidemment davantage Pôle emploi qui est votre opérateur référent. Mais si par contre, vous n'êtes pas encore licencié et que vous êtes en pourparlers et que vous êtes encore en activité, vous pouvez du coup vous adresser à nous. Et même si après coup, vous vous trouvez licencié, on pourra quand même continuer de vous accompagner si c'est pertinent. Sinon, on passera la main à Pôle emploi. En fait, c'est vraiment une question aussi de pertinence. Quel est l'opérateur qui va pouvoir vous proposer les services les plus adaptés à votre besoin? Il y a une question aussi sur l'arrêt maladie. La personne demande s'il est possible, on revient un peu sur le processus de création. La personne demande s'il est possible de démarrer un projet de création avec un conseiller CEP quand on est en arrêt maladie. Oh oui, c'est pas incompatible du tout. Bien évidemment, même en arrêt maladie, vous pouvez contacter un conseiller en évolution professionnelle et commencer à travailler votre projet. Ça pose pas de souci. Voilà. Et une question aussi concernant lorsqu'on est accompagné par Pôle emploi, est-ce que le conseiller en évolution professionnelle est le même que le conseiller qui accompagne à l'emploi? La réponse est oui. C'est la même personne, hein, puisque les conseillers pour l'emploi sont aussi opérateurs du conseil en évolution professionnelle, au même titre que les cadres, au même titre que les missions locales et au même titre que Cap emploi. Donc oui, ce sera la même personne. Il y a une question aussi sur demandeurs d'emploi après une démission et dernier employeur dans le public. Pouvons-nous bénéficier du dispositif? Donc ça, on a déjà un petit peu répondu tout à l'heure en disant que pour bénéficier d'une démission, il faut être en activité. Parce que si vous avez déjà démissionné, comme si vous avez déjà créé votre entreprise, ou si vous avez déjà débuté, par exemple, une formation, il ne sera plus possible de mobiliser le dispositif. Écoute, j'ai l'impression que là, on a fait quand même le tour des questions. Très bien, c'est qu'on a été très clair. Je te confirme. J'en profite pour te dire que tu as un compliment, justement, sur la clarté de ton intervention et sur l'initiation à l'écoute des conseillers. Voilà, donc sache que tu as un compliment d'une personne. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un petit peu le but de nos métiers, c'est d'être le plus clair possible. Donc, si je l'ai été, merci beaucoup pour ce compliment. Et on va pouvoir du coup... on a encore une question. Quid de la micro-entreprise? Est-ce qu'il est possible de faire le dispositif démissionnaire pour cela? Alors, quel que soit le statut, en effet, hein, de votre entreprise, quel que soit votre projet finalement, et donc il en découle le statut que vous allez choisir, en effet, vous pouvez mobiliser le dispositif démissionnaire dans ce cadre-là, oui.
Parfait. Ben, je pense que c'était la question de la fin, comme on dit. Donc, merci encore Très bien. à toi pour cette animation et merci aux personnes qui se sont connectées, qui sont restées jusqu'au bout. Et on espère voilà, vous avoir éclairé. N'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des besoins complémentaires. Très bonne journée à tous. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.